Nous commençons donc ce deuxième curriculum par un premier module appelé les modèles en équilibre partiel, chaîne de valeur, escalade tarifaire, taxe différentielle à l'exportation. Alors quel est l'objet de ce module? En fait, j'ai considéré qu'il fallait vous donner l'occasion de faire un retour sur la programmation sous GAMS après quelques mois d'inactivité. Et donc, l'objet de ce cours, c'est de revenir sur la structure d'un programme et sur les principales instructions pour rafraîchir votre mémoire en quelque sorte. Et à cette occasion, donc, je vais prendre un modèle en équilibre partiel. On commencera les modèles en équilibre général lors du prochain module. Et on va réexposer les chaînes de valeur avec un marché mondial. Pourquoi? Parce que c'est une problématique politique actuelle qui est très importante. L'insertion dans les chaînes de valeur internationales est au programme de beaucoup de politiques économiques. Et puis ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que quand on met un instrument politique à un stade de production, eh bien ça affecte tous les autres stades. Qu'est-ce que nous avions fait précédemment sur les chaînes de valeur? J'avais en fait esquissé un modèle très simple avec uniquement deux biens, un bien en amont, le soja, un bien en aval, le bétail. Et j'avais bien expliqué que dans la réalité, on a quelque chose de beaucoup plus complexe. On avait fait un schéma avec 6 stades de production pour essayer de représenter la complexité de cette réalité. En fait, il y a des oléagineux qui sont par exemple le soja, le colza, le tournesol, il y en a d'autres, qui sont des substituts pour la consommation intermédiaire d'une activité qui s'appelle la trituration. Cette activité permet de faire d'un côté des tourteaux, de l'autre côté des huiles végétales. Les tourteaux sont une consommation intermédiaire dans l'activité du bétail. Et ensuite on transforme des animaux vivants en produits de la viande pour l'industrie agroalimentaire. Les huiles végétales peuvent servir à faire du biodiesel, mais peuvent aussi alimenter l'industrie agroalimentaire pour faire des huiles pour la consommation finale des ménages. Donc le modèle que nous allons présenter est plus compliqué que le premier modèle que nous avons fait, mais il est un petit peu plus simple que la réalité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier stade où il y aura 2 types d'oléagineux, le soja et les autres oléagineux. Ces 2 types d'oléagineux sont achetés par l'industrie de la trituration. Ils sont substituts dans la consommation intermédiaire. Et la trituration permet de faire 2 types de biens, d'un côté les tourteaux, de l'autre côté les huiles végétales. Les tourteaux sont achetés par l'industrie agroalimentaire, en fait pour l'industrie du bétail, et les huiles végétales peuvent aller soit dans l'industrie agroalimentaire pour faire en fait de l'huile de consommation finale pour les ménages, soit comme consommation intermédiaire pour l'industrie du biodiesel. Alors je voudrais faire 3 rappels théoriques avant de parler du modèle. Premièrement, reparler des tarifs à l'importation et des taxes à l'exportation, on l'a déjà fait, donc ça ira très vite. Deuxièmement, parler de ce qu'on appelle l'escalade tarifaire ou la gradation tarifaire, de la protection effective et des taxes différentielles à l'exportation. Donc c'est intéressant parce que c'est au cœur des négociations commerciales internationales depuis très longtemps. Et troisièmement, je voudrais parler des fonctions d'utilité à élasticité de substitution constante. Alors quel est l'effet d'une taxe à l'importation dans un secteur? Si on représente le problème dans le plan quantité en abscisse, prix en ordonnée, on a l'offre qui est croissante avec le prix, la demande qui est décroissante avec le prix. On suppose ici que le bien local est un substitut parfait du bien étranger. On aurait quelque chose de légèrement différent si ce n'était pas le cas, s'il y avait une substitution imparfaite. Que se passe-t-il si initialement le prix local P est aligné sur le prix mondial PE? À ce niveau de prix, on a donc une certaine production locale et une certaine consommation locale. Eh bien, si on met un tarif à l'importation, le prix local augmente de P en P'. P' est égal à PE fois 1 plus T avec un tarif qui est défini en pourcentage ou ad valorem. Ça élève donc le prix local.
Ensuite, ça veut dire que ça accroît la production locale et ça diminue la consommation locale. On a donc une baisse du surplus du consommateur, une augmentation du surplus du producteur et l'apparition de recettes publiques qu'on peut repérer facilement graphiquement. Quel est l'effet d'une taxe à l'exportation? Représentons le problème avec les quantités en abscisse, toujours donc le prix en ordonnée, l'offre qui est croissante avec le prix et la demande qui est décroissante avec le prix. Donc on a initialement un prix local P qui est aligné sur le prix mondial PE et on est ici à des niveaux de prix qui sont au-dessus du prix autarcique, donc la production locale est bien supérieure à la demande locale, le surplus étant exporté sur le marché mondial. Que se passe-t-il si on met une taxe à l'exportation? Eh bien, avant la taxe, les producteurs locaux étaient indifférents entre vendre localement à un prix P et exporter à un prix PE, mais avec cette taxe, eh bien, cela va changer. Les exportations sont taxées, donc ça veut dire que les prix doivent bouger. Les producteurs vont privilégier le marché local. L'offre sur le marché local va augmenter jusqu'à ce que le prix local baisse à un niveau P', qui est égal à PE divisé par 1 plus T. Ici, la taxe à l'exportation a pour assiette le prix local P'. Donc à ces niveaux de prix, les producteurs sont de nouveau indifférents entre vendre localement à un prix P' et exporter à un prix PE, mais payer une taxe à l'exportation de T définie en pourcentage sur le prix local. Donc on a à ce moment-là un prix local qui a baissé, on a une demande locale qui a augmenté et on a une production locale qui a diminué. Alors parlons maintenant un petit peu d'un problème différent, d'un problème politique très important au cœur des négociations commerciales internationales depuis longtemps. C'est une situation d'escalade tarifaire qui est liée au concept de protection effective, qui est un concept qui a été mis en avant par l'économiste australien Max Cordon. Escalade ou gradation tarifaire, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une situation où le droit de douane à l'importation est croissant avec le degré de transformation. Donc ici, si un pays importait en fait à la fois des oléagineux, mais aussi des tourteaux et de l'huile végétale, eh bien ce serait une situation où il y aurait des droits de douane à tous les stades de production, mais plus le degré de transformation est élevé, plus ce droit de douane serait important, donc le droit de douane sur les aliments du bétail et les huiles végétales serait plus important que sur les oléagineux. Et en fait, le concept de protection effective est très important parce que on va essayer d'estimer les incitations économiques données aux producteurs locaux, et donc on va le mesurer par la variation de la valeur ajoutée due à la structure tarifaire. Pourquoi? Parce que si effectivement on vous met un droit de douane sur un bien que vous produisez qui est transformé, par exemple donc un aliment du bétail, le problème c'est de savoir si l'input que vous utilisez est aussi protégé par un droit de douane. Si c'est le cas, eh bien ça veut dire que le prix de cet input est plus important que si on était en libre-échange. Et donc, vous avez un problème qui affecte votre compétitivité, c'est le droit de douane qu'il y a sur l'input que vous utilisez, par exemple l'oléagineux, qui peut être compensé ou pas par le droit de douane dont vous bénéficiez sur votre output que vous mettez sur le marché, qui est ici l'aliment du bétail. Pour illustrer le concept de protection effective, je vais prendre un exemple très simple, celui du blé et de la farine, donc l'industrie de la minoterie qui en fait utilise uniquement du blé pour faire ce produit qu'est la farine. On considère un pays X et on considère qu'il y a un coefficient technique de 1 pour 1, donc il faut une unité de blé pour faire une unité de farine. Donc on peut importer du blé à un prix mondial de 50 dans ce pays X, donc le prix local en libre-échange du blé est de 50, mais on peut aussi importer de la farine à un prix mondial de 100, et donc ça veut dire que le prix local est égal à 100 aussi pour la farine. Donc vous noterez qu'on a des biens qui sont
identiques, bien local et bien étranger, et on ne met pas de coûts de transport, sinon il faudrait mettre aussi des coûts de transport pour faire une petite différence entre prix local et prix mondial, on ne va pas s'embêter avec ça. Donc la valeur ajoutée en libre-échange, elle est très simple. Pour une unité de farine que je produis, j'ai besoin d'une unité de blé qui me coûte 50. La farine, je peux la vendre à 100, donc j'ai une valeur ajoutée en libre-échange de 50. 100 moins 50. Que se passe-t-il si on met en fait un droit de douane sur la farine? Donc s'il y a un droit de douane de 0% sur le blé, mais de 20% sur la farine, eh bien, la farine, le prix local de la farine va passer de 100 à 120 et on a une nouvelle valeur ajoutée qui est en fait 120 moins 50, on a donc 70 et donc vous voyez que en fait la valeur ajoutée passe de 50 à 70, donc elle augmente de 40%. Alors que vous n'avez obtenu qu'un droit de douane de 20% sur la farine. Et donc c'est une situation qui est favorable à l'industrie de la minoterie, de la farine, parce qu'avec un simple droit de douane de 20%, on a 40% d'augmentation de la valeur ajoutée unitaire. À l'inverse, si on ne mettait pas de droit de douane sur la farine, mais qu'on mettait un droit de douane sur le blé, vous comprenez bien qu'il y aurait une déprotection effective de l'industrie de la minoterie, puisque la valeur ajoutée unitaire serait réduite. Et vous pouvez imaginer tous les cas de figure selon les niveaux de droit de douane sur les deux produits. Vous aurez donc noté qu'avec une escalade tarifaire ou une gradation tarifaire, on protège avec un droit de douane à l'importation davantage les industries de transformation pour les favoriser et moins les industries des premiers stades de transformation, tout simplement parce qu'on a une préférence pour les industries de transformation qui génèrent davantage généralement de valeur ajoutée. Quand un pays exporte, on peut faire la même chose. On peut favoriser les industries de transformation, mais cette fois-ci avec des taxes à l'exportation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des taxes à l'exportation très fortes sur les produits bruts. Pourquoi ? Pour faire beaucoup baisser le prix local de ces inputs qui servent donc comme input pour les industries de transformation. Et donc la taxe à l'exportation différentielle, c'est au contraire une taxe décroissante avec le degré de transformation. Et le but est de réduire le prix local des inputs pour favoriser la compétitivité des stades ultérieurs de transformation. Illustrons en fait ceci avec le même type d'exemple qu'on avait auparavant. On prend un pays X, on prend un bien brut, le soja, un bien transformé, le tourteau de soja, avec un coefficient technique de 1 pour 1. On n'a pas de coût de transport et on a des biens identiques, biens locaux et biens étrangers. Donc ce pays peut exporter du soja à un prix mondial de 12 et des tourteaux de soja à un prix mondial de 20. Donc en libre-échange, le prix local du soja est de 12 et le prix local du tourteau de soja est de 20. Donc la valeur ajoutée en libre-échange est de 8, 20 moins 12. Puisque les prix locaux sont alignés sur les prix mondiaux. Que se passe-t-il si on met une taxe à l'exportation de 20% sur le soja et de 0% sur le tourteau? Donc on a bien une taxe différentielle à l'exportation qui est plus importante sur le bien brut. Et bien avec une taxe à l'exportation de 20% sur le soja, le prix local du soja passe à 10. Pourquoi ? Parce que la taxe à l'export est définie sur le prix local. Donc avec un prix local de 10 et une taxe de 20%, on a le montant de la taxe est de 2. Donc si j'exporte du soja, une unité me rapporte 12, mais je paye 2 de taxes. Donc net de taxes, ça me rapporte 10, c'est aligné sur le prix local. On a bien un prix local qui est aligné sur le prix mondial en tenant compte de la taxe à l'exportation. Alors quelle est la nouvelle valeur ajoutée ici? Eh bien, cette nouvelle valeur ajoutée, elle est de 10, puisque les exportations de tourteaux de soja rapportent 20, le prix local du soja est de 10,
et donc on a une valeur ajoutée unitaire de 10, 20 moins 10, et donc la valeur ajoutée en libre-échange était de 8, elle est passée de 8 en libre-échange à 10 avec une taxe différentielle à l'exportation. Il y a 25% d'augmentation de la valeur ajoutée unitaire. On a bien quelque chose qui est bénéfique pour l'industrie transformatrice. Je voudrais faire donc un troisième rappel théorique qui concerne les fonctions d'utilité à élasticité de substitution constante, ou CES en anglais, pour Constant Elasticity of Substitution. Donc le problème ici, c'est que lorsque les prix varient, les agents vont avoir envie de substituer une huile à une autre, celle qui devient moins chère à une autre qui devient relativement plus chère. Et là, il va y avoir trois huiles possibles, plusieurs substitutions possibles, puisque on peut substituer de l'huile I à l'huile J, mais aussi à l'huile K, etc., etc. Comment modéliser ceci? La façon la plus simple, c'est la CES. Je vais la présenter ici. Dans une première étape où le degré de substituabilité entre les trois huiles est constant, quelle que soit la paire considérée. Alors comment définir des fonctions d'utilité à élasticité de substitution constante? En fait, donc le degré de substitution est constant, on l'appelle sigma, ce degré, ou cette élasticité. Alors c'est quoi cette élasticité? Eh bien ça mesure de quelle façon, lorsque le rapport des prix varie, donc prix de I sur prix de J, lorsqu'il varie par exemple, lorsqu'il augmente de 1%, de combien baisse le rapport demande de I sur demande de J? Eh bien il baisse de sigma %. Donc c'est normal, la demande de I baisse relativement à la demande de J parce que le bien I devient plus onéreux et l'intensité de cette relation donc entre ces deux rapports, c'est cette élasticité de substitution. Et ceci est toujours vrai, quels que soient les prix et quels que soient les niveaux de consommation. Alors d'un point de vue mathématique, comment ça se traduit? Eh bien si on appelle CI la consommation d'huile I étant égale à C, à S ou à T pour colza, soja, tournesol, PI c'est le prix de l'huile I, à ce moment-là, la consommation agrégée d'huile ou l'utilité totale dérivée de la consommation d'huile va s'écrire de la façon suivante. Ça paraît un petit peu compliqué, mais il faut s'habituer à cette formulation. Somme sur I, sur toutes les huiles, de AI à la puissance 1 sur sigma fois CI à la puissance sigma moins 1 sur sigma, le tout à la puissance sigma sur sigma moins 1. AI est un paramètre de part et sigma est donc l'élasticité constante de substitution. Alors, quelles sont les propriétés de cette fonction? En fait, si on fait un petit peu d'optimisation, donc de maximisation de l'utilité sous contrainte budgétaire, avec Y le revenu, eh bien, on peut exprimer la consommation d'une huile particulière I de trois manières différentes. Première manière, le rapport des consommations de deux huiles I et J, donc CI sur CJ, eh bien c'est le rapport des parts AI sur AJ fois le rapport des prix PI sur PJ à la puissance moins sigma, l'élasticité de substitution. Donc vous voyez bien qu'on a bien l'élasticité de substitution qui est égale à sigma, puisque si vous calculez une élasticité de CI sur CJ par rapport à PI sur PJ, vous allez trouver justement sigma. La deuxième manière d'exprimer la consommation d'huile, c'est de l'exprimer de la manière suivante. CJ, c'est égal à un rapport qui est au numérateur le paramètre de part à J, fois le revenu, fois le prix de l'huile en question à la puissance moins sigma, divisé par quelque chose qui est un indice de prix, puisque c'est la somme sur I des AI fois PI à la puissance moins sigma. Et c'est en fait un indice des prix cohérent qui tient compte de la substitution possible entre les biens. Et la troisième manière d'exprimer la consommation d'huile, vous vous rappelez que CA, c'est la consommation agrégée d'huile totale, au total, le bien composite huile. La consommation d'huile particulière I, eh bien, elle s'exprime comme une constante, fois la consommation agrégée, fois le prix de cette huile particulière divisé par l'indice de prix à la puissance moins sigma.
Donc on a trois manières d'exprimer les consommations d'huile, et en fait on va souvent utiliser la troisième, c'est-à-dire la relation entre la consommation d'une huile particulière et la consommation agrégée d'huile. Je vous demande donc de construire un nouveau modèle basé sur ce que je viens de vous présenter. Donc il faudra construire un modèle dans un nouveau fichier GAMS avec un nouveau projet GAMS et donc un nouveau dossier. Il y a deux ensembles, l'ensemble des oléagineux, soja et autres oléagineux, et puis 5 régions, l'Amérique latine, en fait le Brésil et l'Argentine, l'Union européenne, les États-Unis, l'Afrique et le reste du monde. Voici les variables qu'il vous faut déclarer pour la construction de ce modèle. Donc d'abord 10 variables dans un premier temps, les variables de production, YS, production de graines de type I dans la région R, c'est en millions de tonnes. Précisez bien en fait à chaque fois les unités que vous utilisez quand vous construisez un modèle. YO, c'est la production d'huile de type I dans la région R, et YM, la production de tourteaux. CS, c'est la demande de graines de type I pour trituration dans la région R. CO, c'est la demande d'huile de type I dans la région R, et CM, c'est la demande de tourteaux. Enfin, XS, XO et XM, ce sont les exportations nettes, respectivement de graines, d'huile et de tourteaux, c'est-à-dire les exportations nettes, ce sont les exportations moins les importations. Enfin, C-Compoil, c'est la demande d'huile composite dans la région R. Voici une deuxième série de variables. MRG, c'est ce qu'on appelle en anglais la crush margin, ou la marge sur la trituration. Donc l'activité de trituration dégage une marge, sachant que l'input, ce sont les graines, les oléagineux, et l'output, c'est d'un côté les huiles végétales, de l'autre côté les tourteaux. Donc cette marge, on l'exprimera un petit peu plus tard, c'est sur la trituration de graines de type I dans le pays ou la région R, c'est en dollars par tonne. On a un prix de l'huile composite que j'appelle P-Compoil, on l'avait vu tout à l'heure dans la présentation de la fonction d'utilité CES. On a un agrégat composite et puis on a un prix composite ou un indice de prix. PS, c'est le prix des graines de type I dans la région R. PO, c'est le prix des huiles de type I dans la région R. PM, c'est le prix des tourteaux de type I dans la région R. C'est en dollars par tonne. Et puis les prix mondiaux, eh bien, ce sont WPS, WPO et WPM. Voici donc une première série de 5 équations de notre modèle. 3 équations de production pour décrire d'abord YS, la production de graines I dans la région R, qui est une relation croissante avec le prix de la graine I dans la région R. Donc epsilon IR, qui est la puissance de PS, va être positif. Et puis devant, on a des constantes. KS est un paramètre de taille. Et A est un paramètre qui décrit la superficie affectée à la culture de la graine I dans la région R, puisqu'on a obtenu des informations là-dessus. Ça va nous permettre de calculer des rendements, mais ce n'est pas la priorité du modèle. Ensuite, on a 2 équations d'offres de production, YO et YM, la production d'huile, la production de tourteaux, en fait, qui sont donc liées à l'activité de trituration. Donc on demande des graines en quantité CS, graines de type I dans la région R, CSIR, et d'un côté ça nous donne de l'huile, de l'autre côté ça nous donne des tourteaux avec une technologie Leontief, puisqu'on a une relation constante entre volumes, et les paramètres de cette Leontief sont alpha O et alpha M. Ensuite, du côté de l'activité de trituration, il faut spécifier d'autres choses. D'abord, quelque chose qui va nous permettre de comprendre MRG, la marge de trituration. Donc en fait, les recettes de l'activité de trituration, c'est d'un côté la vente d'huile en quantité YO à un prix PO et la vente de tourteaux en quantité YM à un prix PM, pour couvrir en fait des frais qui sont d'un côté l'achat de graines de type I dans la région R, PS fois CS, plus en fait une marge MRG qui s'applique donc à la quantité de graines achetées, qui va nous permettre de couvrir les autres frais de cette activité, mais aussi éventuellement de dégager du bénéfice. Donc ça va nous permettre de identifier le niveau de MRG. L'équation suivante va nous permettre de voir le niveau d'activité. Ce niveau d'activité va en fait être la quantité de graines demandées.
Donc et la quantité d'activité est spécifiée par la quantité de graines demandées par la trituration, et c'est une fonction croissante de MRG, avec donc état mg qui va être une constante positive et devant un paramètre de taille KCS. On peut maintenant donc établir les relations de demande et puis les relations de prix. Ce sont donc 7 nouvelles équations du modèle. Je vais commencer par la deuxième. En fait, là, c'est une expression que j'ai déjà mentionnée dans une fonction CES. Donc en fait, l'huile composite C-Compoil, c'est une CES des différentes huiles consommées, soit huile de colza, soit huile de soja, soit huile de tournesol. Et la consommation d'une huile particulière, COIR, eh bien c'est la troisième forme que je vous ai présentée précédemment de l'écriture de cette consommation d'une variété particulière dans une CES, c'est-à-dire c'est le paramètre de taille AC fois l'agrégat C-Compoil fois le rapport des prix P-Compoil, le prix composite, sur le prix de l'huile particulière à la puissance sigma O. Dans l'écriture précédente, vous aviez PO sur P-Compoil, mais à la puissance moins sigma, donc c'est équivalent. Ensuite, le prix composite s'établit avec la troisième relation. En fait, c'est un indice de prix, et ici, j'ai fait une approximation. En fait, ça marche très bien d'écrire le prix composite aussi comme ça, de manière beaucoup plus simple. C'est une moyenne pondérée des prix PO, donc P-Compoil. C'est une moyenne pondérée des prix PO de la graine I dans la région R, avec les poids qui sont la part de la consommation CO de I dans R dans la consommation totale en volume C-Compoil de R. Et puis donc la première équation nous permet en fait de identifier le niveau de cet agrégat, de cette demande composite d'huile. Globalement, la demande d'huile dans la région R, que ce soit de colza, de soja et de tournesol, c'est tout simplement en fait une fonction décroissante du prix composite de l'huile, donc le prix moyen de l'huile des trois formes d'huile dans cette région, P-Compoil R, et on va avoir donc la puissance état L qui va être négatif. On a devant KO qui est un paramètre de taille. Enfin, on a la demande de tourteau, CM, de type I dans la région R, qui dépend tout simplement du prix de ce tourteau. Selon donc une relation décroissante, on aura donc état underscore M, qui sera un paramètre négatif. Et puis on a des relations de prix, la relation entre prix local et prix mondial. S'il y a libre-échange, on a TXP et TIMP, donc le droit à la taxe à l'exportation et le droit de douane à l'importation qui sont nuls. Donc on a le prix local qui est égal au prix mondial. Le prix local c'est PS, PO et PM. Le prix mondial c'est WPS, WPO et WPM. Et puis si on met en fait un droit de douane à l'importation, TIMP qui va être positif, eh bien, on va élever le prix local au-dessus du prix mondial. Et si au contraire, on met simplement une taxe à l'exportation, on va mettre le prix local en dessous du prix mondial. Donc voici la dernière série d'équations. On a d'abord les équilibres sur les marchés mondiaux. Je vous rappelle que XS, XO et XM, ce sont les exportations nettes, donc exportation moins importation, soit de graines pour S, soit d'huile pour O, soit de tourteau pour M, à partir d'une graine I par la région ou le pays R. Donc la somme sur R des XS, ça doit être égal à 0. Autrement dit, la somme des exportations d'une certaine graine, c'est égal à la somme des importations de cette même graine. Ensuite, c'est pareil pour XO et ensuite c'est pareil pour XM. Les équilibres sur les marchés locaux, on pourrait aussi l'appeler tout simplement la définition des exportations nettes. Les exportations nettes XS, XO et XM, c'est tout simplement la production moins la consommation. Voici donc les données qui sont nécessaires pour faire tourner ce modèle. Elles vous sont aussi fournies dans une feuille Excel accessible sur le site.
Donc YSO, c'est la valeur initiale pour la production de graines, YOO, c'est la valeur initiale pour la production d'huile, et YMO, c'est la valeur initiale pour la production de tourteaux. CSO, c'est la valeur initiale de demande de graines à des fins de trituration, COO, c'est la valeur initiale de demande d'huile, CMO, c'est la valeur initiale pour la demande de tourteaux. TIMP_S, c'est le droit de douane sur les graines. TIMP_O, c'est le droit de douane sur les huiles. TIMP_M, c'est le droit de douane sur les tourteaux. TEXP_S, c'est la taxe sur les exportations de graines. TEXP_O, c'est la taxe sur les exportations d'huile. TEXP_M, c'est la taxe sur les exportations de tourteaux. Voici la valeur initiale des prix mondiaux, WPSO pour les graines, WPMO pour les tourteaux, WPOO pour les huiles. Voici les derniers paramètres qui vous sont nécessaires pour la construction du programme. AIR, c'est la terre dans la région R allouée à la culture de graines. Et puis les élasticités, donc on vérifie bien que epsilon et état mg sont positifs et état m et état l sont négatifs. Vous avez donc tout ce qu'il faut pour construire ce modèle, puisque je vous ai donné les équations, je vous ai donné les variables, je vous ai donné des paramètres qui sont les valeurs initiales des variables du modèle, et puis la valeur des paramètres comportementaux. Il vous reste une seule chose à vraiment travailler et qui est un petit peu difficile, c'est le calibrage. Je vous rappelle que pour ce calibrage, une fois que vous avez rentré tous les paramètres, eh bien, en fait, il faut, en regardant le modèle, déduire des équations du modèle la valeur des paramètres pour qui il n'y a pas encore de valeur. Donc, vous devez vérifier que aux valeurs initiales des variables, toutes les équations du modèle sont respectées, c'est-à-dire que le membre de gauche est égal au membre de droite. Et puis, il faut après appliquer un choc. Alors en fait, je vous demande d'appliquer 2 chocs successifs et qui sont indépendants les uns des autres. Hein. Donc il faudra mettre un choc, puis l'enlever et mettre le second choc. Le premier choc, c'est l'impact d'une augmentation de 10 points de pourcentage du droit de douane européen sur l'huile de soja, donc uniquement en Europe, uniquement l'huile de soja, et uniquement une variation de 10 points de pourcentage. Et deuxièmement, quel est l'impact d'une augmentation de 10 points de pourcentage d'une taxe à l'exportation sur les graines de soja en Amérique latine, donc uniquement le soja, les graines de soja, uniquement l'Amérique latine, et une variation seulement de 10 points de pourcentage. Vous noterez que le premier choc, c'est une augmentation de la protection sur un produit transformé dans un pays riche, et le deuxième choc, c'est une augmentation d'une taxe à l'exportation sur un produit brut dans un pays émergent. Pour vous aider, vous pouvez regarder et lire l'article que j'ai publié dans American Journal of Agricultural Economics avec Camille Estrades et David Laborde. Bien évidemment, le modèle que je vous présente ici est une version simplifiée.